je vais commencer la petite introduction en euskara et traduire après, donc pas de panique. Beraz, mila esker deneri unat hurbildurik, biziki konten gira gaur Morgan Odier ezebitzeaz, ura baita gure aurtengo gazama, eta beraz baratze zaina da Morbihan eskualdean, Konfederazio Peizan sindikatuko kide, bai eta ere Bia Kanpesinako koordinatzailea. Eta beraz, arekin eskualegetik pixkat gorago joanen gira, ikuspundu internazionalago bat ukaiteko, eta ipatuko ditugu Bia Kanpesina egitura eta emazte laborarien bojokak munduan gaindi. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus ici en nombre. On est ravis à l'Ourama d'accueillir Morgan Odi, qui est notre marraine cette année. Elle est maraîchère donc, dans le Morbihan, membre du syndicat de la Confédération Paysanne et coordinatrice de la Bia Campesina. Donc aujourd'hui, elle nous parlera de l'organisation de la Bia Campesina et des luttes des paysannes à travers le monde. Voilà. Donc je te tends le micro maintenant. Mila esker. Merci beaucoup, Eskerrik asko. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et c'est un immense honneur d'être la marraine de cet événement. J'avais jamais été marraine avant, donc voilà, c'est une grande première pour moi. Donc je vais beaucoup vous parler de la Via Campesina, du mouvement paysan mondial. Et je voulais savoir un peu dans la salle si celles et ceux qui connaissent la Via Campesina, vous pouvez juste lever la main pour que je me rende compte en fait. Ok, une grande partie, mais pas tout le monde. Ok, c'est chouette, c'est super d'abord de voir que autant de gens connaissent la Via Campesina. Donc la Via Campesina, c'est un mouvement paysan mondial qui a été créé en 1993, qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 180 organisations de paysans, de paysannes et de travailleuses et de travailleurs agricoles partout dans le monde, dans un peu plus de 80 pays. On est organisé en 10 grandes régions, qui sont l'Asie de l'Est et du Sud-Est, l'Asie du Sud, l'Afrique plus du Sud et de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une région des pays arabes et d'Afrique du Nord, la région Europe, et sur le continent américain, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord et Caraïbes. Et les organisations qui sont membres de la Via Campesina, on rassemble en gros 200 millions de paysans, paysannes, travailleurs et travailleuses agricoles, ce qui fait de la Via Campesina l'un des plus grands mouvements sociaux organisés, on va dire, au niveau mondial. Et le mouvement a été créé au début des années 90 dans un contexte assez particulier, après la chute du mur et face à des politiques néolibérales, notamment dans les années 80, des plans d'ajustement structurel et des politiques liées à la dette très violents pour toutes les classes populaires, notamment des pays du Sud, imposés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et aussi dans le contexte de la création de l'Organisation mondiale du commerce, donc des négociations sur le commerce international, où les organisations paysannes, qu'elles soient du Sud ou du Nord, voyaient bien que la mise en concurrence de toutes les agricultures du monde allait être une catastrophe pour les paysans et les paysannes, que c'était fait vraiment en faveur de l'agro-business et contre la population finalement. À la Via Campesina, on a quatre grandes tâches ou 4 grandes missions. La première, c'est d'assurer ou de tenter d'assurer l'unité dans la diversité du mouvement paysan. Vous imaginez qu'on est des organisations extrêmement diverses dans nos réalités matérielles, économiques, mais aussi diverses culturellement, idéologiquement. Et donc vraiment, la première mission, c'est de faire en sorte que entre une paysanne du Burkina Faso, un paysan d'Indonésie, un travailleur agricole au Royaume-Uni et une femme paysanne et indigène du Chili, qu'on se comprenne.
Et ça, c'est pas forcément la face la plus visible du mouvement, mais c'est certainement une des facettes les plus importantes. Et surtout à l'heure actuelle, où à cause notamment du système médiatique, on est de plus en plus chacun dans nos petites bulles, et que se comprendre mutuellement et vraiment créer un internationalisme paysan, c'est pas si évident que ça. La deuxième chose, c'est de faire vivre la solidarité, notamment faire vivre la solidarité entre nos organisations, parce que les organisations paysannes et concrètement les militants des organisations sont en permanence menacés. On a malheureusement très régulièrement des gens dans nos organisations qui sont assassinés ou dont les maisons sont brûlées ou qui ont besoin de fuir leur pays face à des menaces de mort. Et même quand ce n'est pas aussi tragique que ça, on a vraiment besoin de se serrer les coudes pour se défendre. Et donc ça peut être, par exemple, au printemps dernier, à la Confédération paysanne, on a eu un moment où on s'est dit, si ça se trouve, on va aussi se faire dissoudre. Enfin, dans mon département, en l'occurrence, la FNSEA et les JA ont envoyé une lettre au préfet pour demander notre dissolution. Et donc face à ça, il y a eu une réaction du mouvement paysan international pour dire il n'en est pas question et on va défendre la Confédération paysanne. Et dans une autre circonstance bien plus tragique, bien sûr, où on a une organisation membre en Palestine qui est dans une situation très compliquée, où ils ont des personnes qui ont été tuées par les attaques israéliennes à Gaza ces dernières semaines. Et on a aussi besoin de serrer les coudes pour leur apporter un soutien, que ce soit un soutien humain, symbolique, mais aussi un soutien financier, matériel et politique. Le troisième rôle de la Via Campesina, c'est de représenter les paysans, les paysannes, les travailleuses et les travailleurs agricoles. Avant la création de la Via Campesina, au niveau international, à la FAO ou dans d'autres instances de l'ONU, c'était très souvent des représentants d'ONG du Nord et très souvent des hommes blancs âgés qui soi-disant représentaient les paysannes, les paysans, les travailleuses et les travailleurs agricoles. Et en fait, ça a fait partie vraiment du rôle de dire que on est tout à fait capable de se représenter nous-mêmes. On a besoin de personne pour parler à notre place. Et donc on veut prendre cette place-là et assumer cette voix paysanne dans toutes les instances. Et la quatrième chose à laquelle la Via Campesina est importante, c'est de mener des luttes communes. Parce qu'avec la globalisation de l'économie, on ne peut pas juste batailler au niveau national. Il y a énormément d'enjeux qui sont des enjeux globaux, que ce soit par rapport, j'en ai parlé tout à l'heure, au commerce international et au rôle des accords de libre-échange bilatéraux ou de l'OMC, mais aussi face à la crise climatique. Ce sont des enjeux mondiaux et donc il faut une réponse organisée au niveau mondial. On a 5 grandes valeurs qui nous unissent. C'est le fait que la terre, l'eau et les territoires doivent être partagés pour produire l'alimentation. Et donc, on réclame un peu partout des réformes agraires ou des politiques publiques pour partager et réguler l'accès au foncier ou à l'eau. Voilà, ça, c'est un grand axe très important. Le deuxième, c'est la souveraineté alimentaire. C'est le fait d'avoir des politiques publiques décidées par les populations pour les populations, et notamment des politiques publiques qui mettent au centre les petits producteurs d'alimentation, les paysans, les paysannes, mais aussi les pêcheurs artisanaux, les pastoralistes et les consommateurs, notamment les plus marginalisés. Et que vraiment il y a une démocratie dans comment ces politiques publiques elles sont décidées. Le troisième axe, ce sont les droits paysans, ancrés dans les droits humains en général. Et ça a été un travail immense qui a été réalisé par la Via Campesina et notamment par l'organisation indonésienne. Il n'y avait pas de droits paysans. Et donc l'organisation indonésienne, après la chute de la dictature, ils se sont retrouvés dans une situation où il y avait énormément de conflits agraires. Et ils se sont dit que mettre en valeur les droits humains et les droits
des paysans et des paysannes, notamment à la terre, c'était essentiel pour gagner la bataille. Et donc, ils ont proposé à la Via Campesina qu'on écrive, nous, une déclaration sur les droits paysans et qu'on aille la proposer à l'ONU. Et donc, il y a eu un travail de 17 ans avec le Conseil des droits humains de l'ONU à Genève, en allant convaincre des États, des gouvernements. Et en 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une immense majorité la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant en zone rurale. J'en ai ici une copie qui est en anglais, parce que en fait, j'en distribue énormément et j'avais plus de copies en français, mais c'est disponible, vous le trouvez très facilement sur le net, Déclaration droits paysans. Et c'est un outil légal de droit international, pas contraignant, mais qui peut être cité dans des procès ou dans des procédures, et qu'on essaye de rendre plus contraignant. Et le mois dernier, on a obtenu un autre vote du Conseil des droits humains à Genève pour mettre en place un groupe de travail de 5 experts des Nations Unies qui vont assurer le suivi de cette déclaration et s'assurer qu'elle est, de voir si elle est appliquée ou non et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit réellement appliquée dans le monde. Et ça, c'est des droits qui sont des droits essentiels pour nous toutes et tous sur le fait qu'il y ait... l'article 4, c'est égalité et non-discrimination. L'article suivant, c'est pas de discrimination contre les femmes. L'article 5, le droit d'accéder aux ressources naturelles. L'article 6, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes. La liberté de mouvement, la liberté d'association, le droit à participer, le droit à la terre, le droit aux semences, le droit à l'eau, le droit à la sécurité sociale. Enfin bon, voilà, ça a une valeur de... Finalement, tous les droits qu'on peut avoir, ils sont assez bien résumés là-dedans. C'est un document très facile à lire, donc je vous encourage vraiment à aller le voir. Le 4e grand axe, c'est l'agroécologie. Et ça, c'était peut-être pas évident en 93, mais ça s'est développé comme un axe très important. D'abord parce qu'il y a énormément de personnes dans les campagnes qui sont malades à cause des produits chimiques. Et puis aussi que face aux grands enjeux de crise du climat, crise de la biodiversité, crise d'érosion des sols, c'était évident qu'il fallait développer l'agroécologie. Et je pense que plus ça va, plus on approfondit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au début, on s'est certainement dit que c'était plutôt un ensemble de techniques. Et plus ça va, plus on se dit que ce n'est pas juste des techniques. Qu'au contraire, c'est bien plus profond que ça. C'est sortir d'une idéologie de domination de la nature pour aller vers une autre forme de relation avec nos territoires. Et ça, c'est en lien assez fort, selon moi, avec le dernier grand axe, grande valeur défendu par la Via Campesina, qui est le féminisme paysan et populaire. Et qui, là aussi, est parti de luttes très concrètes contre les violences faites aux femmes. Mais plus ça va, plus on avance, plus on se rend compte que, en fait, le féminisme, c'est remettre en cause des systèmes, une société fondée sur les dominations. Et que c'est très profond, et que finalement, ces 5 dimensions-là, que ce soit réforme agraire, souveraineté alimentaire, droits paysans, agroécologie et féminisme paysan et populaire, on ne peut pas enlever parler juste d'une dimension. Il faut parler de ces 5 dimensions ensemble pour faire une autre société. Et ça, je pense que c'est un élément aussi essentiel de ce qu'est la Via Campesina, c'est qu'on n'a pas du tout un projet corporatiste. C'est-à-dire que tout en défendant les paysans, les paysannes, les travailleuses et travailleurs agricoles, on veut changer le monde, parce qu'on voit l'urgence de changer le monde, et on pense que ce projet-là, il est valable pour tout le monde finalement. Il n'est pas juste valable pour les paysans, il est valable vraiment pour créer une société vivable pour tout le monde. Et on va avoir notre conférence d'ici 3 semaines en Colombie, notre conférence internationale. Et le nom de la conférence, c'est « Face aux crises globales, construisons la souveraineté alimentaire pour assurer un futur à l'humanité ». Ça paraît un peu grandiloquent, mais en fait, c'est ça ce qu'on veut faire. Voilà. Et donc, je vais plutôt axer sur le féminisme paysan et
et populaire. Aussi pour expliquer que c'est pas seulement parce qu'il y a la moitié de la population dans le monde et qui travaillent la terre qui sont des femmes que c'est important, mais que les femmes, elles jouent un rôle absolument essentiel pour l'agriculture paysanne. Comme on l'a vu dans les précédentes conférences tout à l'heure, les femmes, elles sont beaucoup plus actives dans les secteurs qui produisent une alimentation de qualité, beaucoup moins dans les secteurs d'agro-business et d'agriculture très capitalisés. Les femmes, elles sont très actives sur les marchés locaux, souvent plus engagées dans l'agroécologie et souvent plus engagées dans des logiques d'agriculture plus basées sur l'entraide, l'autonomie et finalement le fait de prendre soin à la fois de nos territoires et de tous ceux qui nous entourent, que ce soit les personnes, mais aussi les animaux et la terre. Et même si l'oppression des femmes, et notamment des femmes des milieux populaires, même si ça a un caractère très ancien et assez généralisé dans beaucoup de sociétés, il est aussi nécessaire de dire que l'oppression des femmes a été très largement aggravée par le modèle de domination qui s'est mis en place en Europe à la fin du XVIe siècle, fondé sur l'impérialisme, le capitalisme, l'extractivisme, et que le patriarcat, c'est un élément clé de ce système de domination croisée. Et je vais un peu approfondir ça parce que je pense que c'est important. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'aller à Haïti et de rencontrer donc à un congrès d'une organisation paysanne à Haïti. Et ils ont passé beaucoup de temps à raconter l'histoire de la paysannerie haïtienne. Et je me suis dit que c'était en fait assez indispensable et que c'était quelque chose qu'on ne faisait pas du tout en Europe de façon générale. Et qu'en fait, pour comprendre où on est, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et notamment un peu l'histoire au long cours du point de vue des classes populaires et notamment du point de vue des paysans, mais encore plus du point de vue des paysannes, en fait, qui en fait représentaient l'immense majorité de la population et qui n'a jamais pu écrire l'histoire du fait de sa situation d'oppression. Et donc comprendre ce qui s'est passé pour les femmes paysannes, c'est réussir à comprendre, je pense, une grande partie de ce qui s'est passé pour nos sociétés. Et il y a un changement assez important qui a lieu à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, et où il y a un tournant dans l'aggravation de la situation de domination, on va dire. À ce moment-là, il y a un certain nombre de princes, de rois, de banquiers, de chefs religieux, au premier rang duquel le pape, et de scientifiques qui sont très liés par des questions d'argent, des questions de dette les uns vis-à-vis des autres, et de comment gagner plus d'argent et de renforcer leur pouvoir, notamment leur pouvoir militaire. Et un moment extrêmement marquant de cette histoire-là, c'est 1492, c'est la conquête des Amériques par Christophe Colomb, mais par les Européens en général, avec l'argent des plus grands banquiers européens à ce moment-là, qui était la famille Fugger, qui par ailleurs n'était pas du tout juif, je veux mettre ça au clair, tout à fait européen, et très lié avec le pape. Et la conquête en Amérique, ça a eu des conséquences terribles pour les populations des Amériques, mais aussi pour les populations européennes. Parce que des Amériques, ces hommes puissants ont ramené beaucoup d'or, et cet or a permis de sortir du système féodal et de lancer le système capitaliste, avec notamment ils ont réussi grâce à cet or à militariser énormément la société,
le nombre d'armées, de mercenaires qu'ils ont pu embaucher était beaucoup plus important. Et en militarisant, il y a une partie de la population paysanne qui s'est retrouvée très endettée, qui du coup a perdu ses terres. Et donc il y a eu un phénomène d'accaparement de terres massif à ce moment-là. Et finalement, tout un phénomène d'oppression des populations beaucoup plus élevé que ce qu'il pouvait y avoir avant. Tout simplement parce qu'avant, ils n'avaient pas cette capacité-là. Il n'y avait pas assez d'or, pas assez de métaux, pas assez de capacité de lever des armées pour être à ces niveaux-là d'oppression. Et les paysans et les paysannes se sont rebellés de façon massive. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, il y a des révoltes paysannes massives de l'Angleterre jusqu'à l'Italie, d'est en ouest de l'Europe, partout. Et notamment un événement très marquant, en fait, un événement essentiel de l'histoire européenne, qui est la guerre des paysans, ou la guerre des paysans allemands. Mais en fait, il n'y avait pas d'Allemagne à ce moment-là. Et qui est un moment où, en 1524 et 25, il y a des centaines de milliers de paysannes et de paysans qui se rebellent dans toute l'Europe et qui parviennent à prendre des villes, à prendre des territoires, et qui publient un manifeste qui sont les 12 articles qui ressemblent énormément à ça, en fait. C'est très étonnant de voir ces 12 articles. On s'est écrit dans un langage de l'époque et imprégné de religion, mais ces 12 articles, ça commence par le fait que chaque personne est libre et de refus clair du servage. Il y a des articles sur la défense des communs, des articles sur les faits que les seigneurs ne doivent pas pouvoir imposer des corvées n'importe comment, qu'en fait il y a des limites à l'oppression. Et aussi sur le fait que les communautés doivent pouvoir élire leur prêtre ou leur curé, donc ce qui est quand même un peu la base d'une démocratie. Et en 1525, ils se font rétamer, battre, notamment parce que c'était aussi au moment de la réforme protestante de Luther. Mais en fait, les princes, à la fois côté protestant et catholique, se mettent tous ensemble contre les paysans qui voulaient mettre en place un ordre plus juste et fondé sur l'égalité, la fraternité. Voilà. Le slogan de ces paysans, c'était Omnia sunt commun, c'est tout est commun. Et je crois que ça veut dire beaucoup. Voilà. Et dans l'an prochain et l'année d'après, parce que c'est 1525, c'est la date qui est la plus connue pour cette guerre des paysans, on en fêtera les 500 ans. Je pense que c'est une histoire assez profondément méconnue. Et il me semble très important qu'on profite du fait qu'il va y avoir 500 ans pour rappeler cette histoire. Et vous allez me dire, mais et les femmes paysannes dans tout ça ? Bien sûr, elles ont participé massivement à ces révoltes et elles jouaient un rôle essentiel dans les sociétés du Moyen-Âge, qui étaient des sociétés finalement beaucoup plus égalitaires que ce qui s'est passé les siècles d'après. Les femmes, elles avaient accès à tous les métiers, elles avaient accès à des responsabilités, elles étaient reconnues pour leur pouvoir, elles étaient reconnues pour leur capacité à régler les conflits. Elles étaient reconnues comme médecins. Et face à ces révoltes paysannes, une stratégie que les puissants ont utilisée, ça a été le diviser pour mieux régner, contre les femmes. Et donc, à partir de la fin du XVe, mais surtout à partir après 1525, il y a une campagne massive de répression contre les femmes, et notamment contre les paysannes, qui est lancée. C'est la chasse aux sorcières. C'est important de dire qu'à ce moment-là, c'est les débuts de l'imprimerie. Le livre le plus imprimé des débuts de l'imprimerie, c'est un livre qui s'appelle Le marteau des sorcières. C'était le best-seller du XVIe siècle, et c'est un manuel pour débusquer les sorcières et les torturer.
Et tout ça, c'est important de le dire parce que ça montre que c'est pas juste que les gens, dans les milieux populaires, ils étaient contre les femmes en fait. En fait, c'est une stratégie qui est venue du haut. Parce que ceux qui avaient la capacité d'imprimer massivement un livre comme ça, c'était les élites. Et donc il y a eu une campagne voulue, organisée par les puissants pour réprimer les femmes. Et c'était qui les sorcières en fait dans ce livre et de façon générale? Eh ben, c'était les femmes. À peu près, potentiellement, toutes les femmes, notamment les femmes des milieux populaires, donc à cette époque, les paysannes. Et en particulier, les femmes indépendantes, célibataires, non soumises à leur mari, avec des connaissances sur les plantes, sur comment guérir. Et donc vraiment, c'était les paysannes qui ont été au cœur de cette répression. Et c'était là pour casser un mouvement de révolte. Et ça a, malheureusement, terriblement bien fonctionné. Il y a une lecture que je vous conseille vraiment sur ces questions-là, à la fois sur les questions paysannes, et c'est un livre de Silvia Federici qui s'appelle Caliban et la sorcière. Et elle dit que, une de ses thèses, c'est qu'il y a eu un espèce de deal proposé implicitement aux hommes à cette époque, qui était qu'ils perdaient le contrôle de la terre. La terre était privatisée. Mais en contrepartie, les femmes devenaient les nouveaux communs, que les hommes pouvaient utiliser et dominer à leur guise. Et je pense que c'est une thèse, en tout cas, qu'il faut méditer. Peut-être aussi critiquer, mais je pense que c'est une thèse qu'il faut en tout cas prendre en compte. Et du coup, entre la fin du XVe siècle et le début du XXe siècle, en fait, sur une période très longue, il y a eu une régression immense des droits des femmes. Une perte des terres beaucoup plus grave que celle des hommes. Parce qu'avant, les droits des terres étaient liés au foyer. Et après cette période-là, les droits des terres sont entièrement entre les mains des hommes. Un accès aux métiers complètement réduit. Des différences de rémunération énormes. La fin de la possibilité d'accéder à des responsabilités publiques. Et même un accès à l'espace public complètement réduit. Et donc finalement, ce qu'on appelle la période du siècle des Lumières ou de la Renaissance, où on a une image, c'est le siècle des Lumières et la Renaissance, c'était ça. C'était ça, ce monde. Et je pense qu'il faut réfléchir à ce que ça veut dire qu'on nous ait dit que c'était toujours le siècle des Lumières. Parce que c'était peut-être le siècle des Lumières pour les hommes riches blancs, mais c'était certainement pas le siècle des Lumières pour les peuples autochtones aux Amériques. C'était certainement pas le siècle des Lumières pour les personnes noires mises dans les bateaux pour la traite négrière. Et c'était certainement pas le siècle des Lumières pour les femmes, y compris en Europe. Et souvent, on nous dit que c'était le siècle des Lumières parce que c'était la science, parce que c'est là que la science est apparue. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça, parce qu'effectivement, au XVIe siècle et au XVIIe siècle, c'est le moment de la naissance de la science moderne, et notamment avec des figures importantes en Europe que peuvent être Francis Bacon ou René Descartes. Et ça correspond à un changement profond de l'idée qu'on se fait de la nature et des corps. En fait, on passe d'une vision organique, la terre-mère, l'Urama, à une vision mécaniste, à la fois des corps et de la nature. C'est la métaphore en fait cartésienne de l'horloge. Tout est une horloge, tout est un mécanisme qu'on peut complètement défaire et remonter, et du coup remonter différemment. Et donc on passe d'une vision très axée sur le féminin. C'est pas la terre-père, c'est la terre-mère, où le féminin était fortement sacralisé, et on voyait une relation directe entre le féminin, les cycles de la vie, la terre, à une vision très viriliste du monde, où il faut, comme l'a dit Descartes, être comme maître et possesseur de la nature. Et donc il y a beaucoup de métaphores dans ce qu'écrivent notamment Descartes et Bacon sur le fait qu'il faut dominer par la violence et la nature et les femmes.
Parce que dans cette nouvelle idéologie qui naît à ce moment-là, les femmes sont dangereuses, sauvages, incontrôlables. Et donc, il faut les discipliner, les dominer et les mater pour qu'elles rentrent dans l'ordre rationnel, scientifique, masculin. Et je pense que c'est important de dire que bien que cette vision mécaniste, elle a été en fait complètement réfutée par les sciences au XXe siècle, où en fait on a montré que le vivant n'est pas une machine, le vivant n'est pas un mécanisme, les corps ne sont pas des mécaniques, et que notamment, une des choses qui fait qu'on n'est pas des mécaniques, c'est qu'on n'est pas prédéterminé. On ne sait pas ce que va être la suite. Et il y a beaucoup d'inconnus quand un enfant naît, on ne sait pas ce qu'il va devenir, et ce n'est pas possible de le savoir. Malgré tout ça, cette vision mécaniste de la science, elle joue encore un rôle essentiel. Et par exemple, les gens qui créent les OGM, ils ont une vision complètement mécaniste. Ils pensent que, voilà, on peut manipuler, bidouiller tout ça, et puis ça a fonctionné dans 95% des cas, donc ça va fonctionner, et ils ne prennent strictement pas en compte le fait qu'en fait, c'est vivant. Et donc, parce que c'est vivant, ça va bouger, ça va changer, ça va sortir du cadre qu'on avait imaginé dans une direction complètement inconnue. C'est vivant, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, autant une horloge fonctionne de façon, on peut prédire, autant tout ce qui est vivant, c'est absolument pas possible de prédire. Et la crise environnementale actuelle, elle a beaucoup à voir avec cette vision. Et c'est très difficile d'en parler, parce que c'est très difficile, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, malgré toutes les connaissances cumulées sur le fait que c'est vivant, on ne va pas pouvoir le dire, mais quand vous dites ça, quand vous critiquez les OGM, on vous dit vous n'êtes pas rationnel et tout ça. Parce que beaucoup de gens, et la société en général, est restée dans une idée mécaniste de domination et de manipulation du vivant. Je voulais aussi dire que la répression contre les femmes, bien sûr, elle ne s'est pas limitée à l'Europe, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est très lié à l'impérialisme. Mais il y a eu en fait un mouvement de va-et-vient continu entre les répressions exercées sur les populations colonisées et les répressions contre les femmes. Et notamment, les chasses aux sorcières, elles ont eu lieu aux Amériques, elles ont eu lieu en Afrique, elles ont eu lieu en Asie. Et donc, il y a tout un processus de déshumanisation des personnes non blanches, et encore plus des femmes non blanches, avec la même volonté et la même stratégie finalement de casser les sociétés des pays colonisés et de casser leur résistance. Il y a quelques années, il y a un documentaire qui est passé sur Arte de Raoul Peck, un réalisateur haïtien, qui s'appelle « Exterminer toutes ces brutes ». Et c'est plutôt sur les mécanismes de colonisation, mais je pense que c'est très valable pour aussi ce qu'on a vécu comme femmes. En fait, dans cette idéologie, nous faisons partie des brutes, et donc il y a une volonté soit de nous dominer, soit de nous exterminer. Et cette expression « exterminer toutes ces brutes », elle vient d'un livre de Joseph Conrad, où le héros du livre, il conclut par ces mots son rapport sur la mission civilisatrice de l'homme blanc en Afrique. Il conclut « exterminer tous ces brutes ». Et je pense que, du coup, moi, de réfléchir à ça, de découvrir tout ça, qui sont des découvertes que j'ai fait assez récemment, l'internationalisme, le lien avec les populations des pays du Sud, avec les peuples autochtones, avec aussi les personnes de diversité des genres, il y a un sens à cette unité finalement des opprimés face à des systèmes d'oppression croisés. Donc je suis désolée, c'était un très long retour historique, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre l'importance des luttes paysannes aujourd'hui. Parce qu'en fait, les violences contre les femmes et contre les femmes paysannes, contre les femmes des milieux populaires, c'est pas un détail. En fait, c'est au cœur du système de domination qui mène aujourd'hui à la situation catastrophique dans laquelle on est. Que ce soit le désastre environnemental, la faim qui recommence à augmenter, y compris dans les pays riches, les guerres et le retour des génocides.
Et donc, si on veut faire face à ces catastrophes qui sont une catastrophe qui ont beaucoup à voir avec ce qui est né au XVIe siècle, avec ce monde moderne qui est né au XVIe siècle, il faut vraiment comprendre ses racines. Et donc, quand la Via Campesina surgit en 1993, après la chute du mur, après la chute de l'Union soviétique, donc ça correspond à un moment en fait, de sortie de la guerre froide qui opposait, on va dire, le bloc capitaliste au bloc communiste. Mais où finalement, si on y réfléchit bien, ces blocs, ils avaient des différences très très importantes, bien sûr, mais ils avaient aussi des points communs. Et notamment, ils avaient un point commun important, ils étaient sur une même ligne industrialiste, scientiste et de domination de la nature. Là-dessus, il n'y avait pas beaucoup de différences, notamment sur le taylorisme, sur les méthodes de production. Et au niveau agricole, l'idéal de production dans un kolkhoz de l'Union soviétique ou dans une grande ferme des États-Unis, c'était à peu près la même chose. Et c'est assez significatif, il me semble, que voilà, le principal mouvement social qui arrive après ça, la Via Campesina, ce soit un mouvement paysan. Et que même si c'est pas formulé comme ça, et c'est peut-être très prétentieux de le dire comme ça, mais à l'heure actuelle, très certainement, l'opposition, elle se fait bien plus entre un bloc capitaliste, impérialiste, patriarcal, face à des mouvements extrêmement divers, et je prétends pas qu'il y ait une immense unité entre ces mouvements-là, mais qui sont des mouvements paysans, féministes, écologistes, anti-impérialistes, et aussi antimilitaristes. Et on sent qu'entre ces mouvements-là, même si on n'arrive pas forcément à très bien se coordonner, hein, mais il y a un terreau commun. On sent bien on s'aime bien, quoi. Voilà. Et bien sûr, même si on a je pense que cette base, elle commence à être assez fortement partagée au niveau de la Via Campesina, mais il reste d'immenses efforts à faire au sein de nos organisations pour avancer dans le féminisme paysan et populaire. Donc ça a été dit tout à l'heure, mais en fait, à la conf, maintenant, on a une porte-parole qui est une femme. Il y avait déjà eu, il y a quelques temps, mais une co-porte-parole, mais c'est la première fois qu'il y a une porte-parole femme, et je pense que c'est significatif. Et au niveau de la Via Campesina, en fait, souvent, la Via Campesina, elle a fait les choses un peu avant la conf. La parité, elle a eu lieu dès la fin des années 90, et ce n'était pas une parité à 30%, c'est-à-dire c'était une parité à 50%. À la commission de coordination internationale de la Via Campesina, il y a eu une décision très forte de prise de dire qu'il fallait une femme et un homme de chaque région. Et si les régions ne voulaient pas envoyer de femmes, la place restait vide et ils avaient moins de représentants. Donc ça a poussé toutes les régions assez rapidement à nommer des femmes. À partir de 99, avant chaque conférence internationale du mouvement, on a décidé de mettre en place une assemblée des femmes pour que les femmes arrivent bien préparées à la conférence. Moi, je suis la deuxième coordinatrice générale du mouvement. Avant moi, il y a eu Elisabeth Mpofu du Zimbabwe. On a une alliance très forte avec un mouvement qui s'appelle la Marche mondiale des femmes, qui nous aide beaucoup dans la formation pour avancer concrètement dans le féminisme. Et il y a tout un travail qui est en cours à l'heure actuelle de réflexion sur la langue qu'on utilise, sur le fait de ne pas tout mettre au masculin. Alors en anglais, c'est très facile. Alors parce qu'aussi, voilà, à Via Campesina, un truc que j'ai pas dit, c'est que comme c'est international, on parle beaucoup de langues et donc les interprètes sont très 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 importants. On dit il n'y a pas de révolution sans interprétation, parce que si on veut communiquer entre différents pays, il faut des interprètes très très nombreux. Et donc cette question de comment est-ce que on rend visible les femmes et les personnes des diversités des genres dans la langue, c'est un enjeu important. Et dans la conférence là qu'on va tenir dans 3 semaines, on va aussi avoir une réunion des hommes contre le patriarcat. Et c'est quelque chose d'important en fait. Parce qu'avant, quand il y avait l'Assemblée des femmes et que les hommes ils étaient là, qu'est-ce qui se passait? Les hommes ils allaient boire des bières. Ils bossaient pas sur ces questions-là. Et en fait, on a dit, il faut que les hommes ils bossent sur ces questions-là. Le travail, il faut qu'ils le fassent aussi.
Et c'est dur, mais il faut qu'ils le fassent. Et il faut qu'ils s'interrogent. En fait, la première étape de ce qui se passe dans ces réunions des hommes contre le patriarcat, c'est de réfléchir très concrètement à la vie quotidienne, à qui fait quoi dans la vie quotidienne, à comment ça s'organise, la vie de famille, le travail à la ferme, les relations quotidiennes. Et ça, faire le pas pour beaucoup d'hommes de parler d'eux-mêmes, de parler de leur vie, notamment de leur vie de famille, c'est un gros pas. Et je pense que c'est un pas, ce serait bien qu'on le fasse à la conf. Hein. Ce serait vraiment bien. Voilà. Et on a aussi mis en place, depuis ces dernières années, une articulation de diversité des genres pour les personnes LGBTQI, notamment parce que, en fait, il y a juste une violence terrible contre les personnes homo ou trans, des diversités des genres, en particulier dans les zones rurales, et qu'en fait, si on ne traite pas cette violence, les gens, ils s'en vont. Et on perd des personnes géniales qui partent des campagnes parce que la violence contre elles, elle est trop forte, et ils vont en ville pour se protéger. Et en fait, on s'est dit, on ne veut pas perdre ces personnes-là à cause de ces violences-là. Et donc, il faut faire cesser cette violence, et il faut que toutes les personnes se sentent bienvenues, accueillies avec bienveillance pour travailler dans les campagnes. Et tout ce travail-là, au final, ça crée un changement profond dans les mouvements. Et ça a été dit tout à l'heure, mais un changement qui est bénéfique pour tout le monde. Où finalement, il y a beaucoup moins de combats de coq, beaucoup plus de bienveillance entre les personnes, beaucoup plus d'attention portée aux choses difficiles que les gens ils peuvent vivre. En fait, dans nos vies de militants, on perd des proches, parfois on est malade, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on peut pas toujours être au top, et qu'on doit porter attention à ça, parce que si on veut que les gens ils militent et ils soient heureux dans le fait de militer, il faut qu'on s'accompagne les uns des autres et qu'on prenne soin les uns des autres, y compris dans nos organisations. Mais ça crée aussi des changements profonds dans beaucoup de nos luttes. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la question de l'agroécologie. En fait, si on prend en compte ces dimensions-là, on se dit, en fait, il y a une dimension beaucoup plus profonde. C'est pas juste de sortir des pesticides ou de plus utiliser des engrais de synthèse. Ça veut dire qu'il faut qu'on change toute notre relation avec la terre, avec les animaux, et pour comprendre qu'on fait vraiment partie du vivant. Et ça, c'est une réflexion qu'on mène aussi vraiment avec beaucoup d'apports des peuples autochtones, parce qu'à la Via Campesina, il y a pas mal d'organisations qui sont des organisations mixtes, peuples autochtones et paysans. Et aussi, à la Via Campesina, on a un certain nombre d'organisations membres qui sont des organisations strictement féminines, et ça aussi, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que toutes les organisations doivent devenir strictement féminines, mais d'avoir des organisations qui vraiment ont ce point de vue. Il y a notamment une organisation membre au Chili qui s'appelle Anamuri, qui est une organisation de femmes indigènes et paysannes qui vraiment nous apporte beaucoup. Et sur les thèmes et les luttes des paysannes, en fait, c'est complètement... ça touche tout, en fait. Ça touche tout. Parce qu'il y a un enjeu immense sur l'accès aux terres et à l'eau. Il y a un enjeu immense. Bien sûr, les femmes, elles sont beaucoup plus discriminées dans l'accès aux terres, à l'eau, que les hommes. Donc, il y a des luttes essentielles sur ces questions-là. Sur l'accès aux droits sociaux, il y a des discriminations immenses sur le niveau de revenus, notamment pour les travailleuses agricoles, qui sont souvent des travailleuses migrantes et très souvent des femmes avec des niveaux de salaire ridiculement bas. Et tout ce travail a vraiment été... il y a eu une étape importante, c'est en 2008, il y a eu une conférence au Mozambique où on a lancé une campagne contre les violences faites aux femmes et qui a canalisé tout ce travail. Et aujourd'hui,
la question de ces violences, elle revient au cœur de nos questionnements stratégiques. Je vais m'arrêter un peu et je vais reprendre mon souffle. Parce qu'en fait, où est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? On est dans un monde où, de façon complètement nouvelle, on doit tous se rendre compte des limites du monde qu'on habite. Que le monde est limité et qu'il ne va pas s'agrandir, et que malgré les élucubrations de Elon Musk, on ne va pas aller chercher des nouvelles ressources sur Mars. Et du coup, si les riches ils veulent continuer à s'enrichir, c'est forcément au détriment de la grande majorité des gens. Et donc, comme les riches ils veulent continuer à s'enrichir, en fait, le niveau des inégalités il est en train de recommencer à augmenter en flèche, et les révoltes sociales avec. Et ce qu'on a vécu en France, notamment avec les Gilets jaunes 2019-2020, c'est un signe très clair de ça. C'est que la question des injustices sociales, elle est au centre de la situation actuelle. Et finalement, face à cette situation, ces contradictions immenses et ces révoltes sociales qui bouillonnent partout ça bouillonne, la démocratie dirigée qui avait été mise en place après-guerre, c'est-à-dire un système pour pacifier un peu les masses, et dire oui, les riches ils vont gagner beaucoup, mais ça va ruisseler, et donc ça va fonctionner, et on va mettre en place un système démocratique, mais avec des médias bien tenus par les dominants pour faire en sorte que les gens ils votent bien comme il faut. Ça, on est en train d'arriver au bout de ça. Ça marche plus. Ça marche plus en France et ça marche plus ailleurs. Et donc face à ça, ce que les élites sont en train de mettre en place, c'est ils mettent de l'essence dans l'extrême droite, parce que l'extrême droite, ça a toujours été une façon de maintenir la colère sociale et de la canaliser vers l'autre, les étrangers. Et ils mettent en place un niveau de répression et de criminalisation qu'on n'avait pas connu depuis bien longtemps en Europe de l'Ouest. Ce qu'on a connu ces dernières années, le nombre de personnes éborgnées, le fait que maintenant on sait que la police elle est prête à tuer des gens dans des manifestations, c'est le signe qu'ils ne savent pas comment s'en sortir en restant dans un cadre légal, voilà le cadre de la démocratie dirigée qu'ils avaient mis en place. Et les femmes sont très largement parmi les premières victimes de cette montée des violences et des répressions dans le monde. Et je vais vous reparler un peu de Haïti ici, parce que ça me semble être un cas assez emblématique. C'est très tentant de raconter toute l'histoire de Haïti, tellement c'est passionnant. Enfin, je vous encourage à aller voir ce qui s'est... Enfin, même regarder juste la page de Wikipédia sur l'histoire de Haïti, c'est un cas d'école de l'impérialisme, du racisme et du capitalisme, c'est impressionnant. Mais bref, Haïti, qui est un peuple debout, profondément debout, en 2018-2019, il y a eu des mouvements sociaux extrêmement massifs qui potentiellement remettaient massivement en cause l'ordre établi à Haïti, et notamment les intérêts de très riches Haïtiens avec des intérêts de Français, d'Américains, des intérêts impérialistes. Et face à cette révolte sociale très puissante, le parti des élites en place a décidé de financer massivement le développement de gangs armés et de distribuer des armes pour casser la révolte sociale. Ça met un bazar dans le pays hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a des parties du pays où il y a... Et puis comme Haïti était un pays très rebelle, dans les années 90, les États-Unis avaient décidé que Haïti n'avait pas le droit d'avoir d'armée. Donc il n'y a pas d'armée, en fait. Donc il n'y a pas moyen de contrôler ces gangs armés. Et il y a une police haïtienne, mais qui est assez impuissante face à ça.
Et en 2021, dans cette situation déjà très compliquée, le président de la République haïtienne a été assassiné. C'était pas quelqu'un de très recommandable, mais il y a eu des divisions entre eux, et donc il s'est fait assassiner. Et suite à ça, donc il n'y avait plus de pouvoir en place. Et l'ambassadeur des États-Unis à Haïti a envoyé un tweet pour dire que le nouveau Premier ministre, ce serait Ariel Henry, donc une personne de ce même parti politique. Et entre-temps, le Parlement n'avait plus de... Enfin, son échéance était finie, donc il n'y a plus de Parlement. Donc voilà, il reste à Haïti comme pouvoir en place un chef d'État désigné par l'ambassadeur des États-Unis et un espèce de corps groupe qui sont les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne et du Bureau des Nations Unies qui décident de tout. Et comme il y a toujours des groupes armés, parce qu'il y a des groupes armés, au prétexte des groupes armés, ce corps groupe dit maintenant il faut une intervention militaire extérieure en Haïti. Sachant que là, il y en a déjà eu 10 des interventions militaires en Haïti ces 30 dernières années, et que la dernière, elle a amené le choléra à Haïti. Et donc les Haïtiens, ils ne veulent pas du tout en fait, d'une nouvelle intervention militaire. En fait, ils disent, mais fichez-nous la paix, sortez les armes, arrêtez d'importer des armes, et fichez-nous la paix en fait. Arrêtez de faire des interventions militaires, et juste, on veut que la population, elle puisse décider. Et les mouvements sociaux à Haïti sont extrêmement organisés. C'est 12 millions d'habitants. Nous, dans les organisations qui font partie de la Via Campesina, il y a 200 000 adhérents. Donc, vous voyez, c'est des mouvements massifs. Et ils ont un programme politique. Ils savent très bien ce qu'il faut faire pour le pays. Mais le corps groupe, dont la France, ne veulent pas de ça. Et donc, dans cette situation de chaos complet, où il y a un nombre d'assassinats, de viols, d'enlèvements chaque jour, bien sûr, qui est-ce qui trinque, en fait ? C'est les femmes. C'est les femmes qui se font violer, c'est les femmes qui se font assassiner. C'est les femmes qui voient leurs enfants mourir. Et donc, il y a une nécessité à l'heure actuelle qui est très claire, que les mouvements sociaux, et notamment pour la Via Campesina, qu'on ait une réflexion assez profonde sur cette question de la militarisation et des guerres. Et là-dessus, on est très touché à l'heure actuelle par ce qui se passe en Palestine. Je vous dis, on a une organisation membre en Palestine et notamment à Gaza. Et on pense que depuis les mouvements sociaux, on a un rôle à jouer pour la paix, en tant qu'organisation paysanne aussi. Et c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau pour la Via Campesina, parce que depuis quelques années, donc on a participé au processus pour aller vers un accord de paix en Colombie. En fait, la grande majorité des conflits armés dans le monde, c'est des conflits autour de la terre. Et ça, en Colombie, c'est très clair et net. Que le conflit en Colombie, c'est un conflit parce qu'il y a des paysans et il y a des gens qui veulent accaparer les terres. Et la guerre, elle est autour de cette question-là des terres. Mais ce n'est pas du tout une exception, c'est le cas presque partout. Presque partout, que ce soit en Ukraine ou en Palestine à l'heure actuelle, ce qui est en jeu, c'est qui contrôle les terres et qui contrôle l'eau, qui contrôle tout ce qui permet de produire de l'alimentation et de vivre sur les territoires. Et donc en Colombie, l'accord de paix il a été signé en 2016 et la Via Campesina est garant international de l'accord de paix et notamment du premier chapitre de l'accord de paix qui porte sur la réforme rurale intégrale. Et donc on participe en tant que mouvement à ces réunions avec le gouvernement colombien. C'est beaucoup plus facile depuis qu'il y a Petro, ça n'a rien à voir. Mais aussi avec d'autres acteurs qui sont aussi garants du processus de paix. Et on est persuadé que la juste répartition des terres et que le fait que les paysannes, les paysans, les travailleuses et les travailleurs agricoles puissent avoir une vie digne, c'est ça qui permet de mettre en place des processus de paix durables. Et en fait, la personne qui
qui est au cœur de tout ça, en tout cas pour le mouvement paysan, c'est une leader paysanne, c'est une femme, elle s'appelle Nuri Martinez. Et donc là, c'est pas pour rien qu'on fait notre conférence en Colombie dans 3 semaines. C'est parce que c'est un des rares pays où en ce moment il y a une lueur d'espoir en fait. Ou parce que les mouvements paysans, et notamment les femmes leaders paysannes, sont au cœur de la construction de processus de paix, eh ben, il y a de l'espoir. Je ne dis pas que ce soit facile, parce qu'il y a encore énormément d'assassinats de militants. C'est extrêmement compliqué de sortir de décennies et de décennies de conflits militaires, ou comme il a été dit tout à l'heure sur ce qui s'est passé au Pays Basque aussi, quand du sang a été versé, c'est dur, c'est douloureux. Mais on a un rôle en tant que paysanne pour construire la paix. Et la construire sur les 5 axes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur la réforme agraire et la juste répartition des terres, de l'eau et des territoires. Sur la souveraineté alimentaire et le droit à un revenu et à des droits sociaux pour toutes et pour tous. Sur les droits humains. Sur le fait d'avoir au cœur de tout ça les droits humains et la dignité de toutes les personnes. Sur l'agroécologie. Et sur le fait de faire la paix aussi avec le vivant. Et au cœur de tout ça, il y a le féminisme paysan, le fait de reprendre toute cette longue histoire de l'oppression et des dominations et de se dire qu'en tant que femme, on veut en finir avec ces oppressions et ces dominations pour tout le monde. Et il me semble que particulièrement face à la situation actuelle en Israël et en Palestine, on a besoin de mouvements pour la paix, de mouvements qui disent en fait basta. Basta de la militarisation, basta de tuer des femmes, des enfants. En fait, là, le génocide qui est en cours à Gaza, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas encore moins possible que ce soit fait en notre nom. Que le gouvernement français soit aussi inconséquent par rapport à ce qui est en train de se jouer et qui est complètement lié avec toute l'histoire que je vous ai racontée. Est complètement lié avec l'impérialisme, avec le patriarcat, avec le capitalisme. Et donc, si on veut créer autre chose, il faut tenir très fort ces valeurs, qui sont en fait des valeurs... On n'est pas des radicaux, en fait, nous. C'est les autres en face qui sont radicaux. C'est les autres qui sont prêts à tuer des femmes, des enfants, des vieillards pour piquer les terres, pour faire un peu plus d'argent. Nous, on est juste là pour défendre la dignité humaine, l'égalité, la solidarité, qui devraient être à la base des sociétés humaines. Et donc ce projet paysan, porté notamment très fort par les paysannes, voilà, c'est à l'heure actuelle, dans la situation quand même vraiment catastrophique dans laquelle on est, en fait, c'est un projet, je ne sais pas très bien ce qu'il pourrait y avoir d'autre de proposé, cohérent, pour qu'on s'en sorte dans nos relations avec la nature, pour qu'on s'en sorte face à l'extrême droite et pour qu'on s'en sorte en termes de solidarité internationale. Je n'avais pas vraiment prévu de conclusion, donc je vais m'arrêter là. Voilà, merci. Bon, Galderen Chanda, le tour question. Bonjour, merci beaucoup. J'aimerais apporter quelques infos ou réflexions concernant le récit historique que vous venez faire et concernant donc le rôle de la mécanisation du vivant et l'émergence du système de domination à partir après ou le Moyen-Âge. En fait, au Moyen-Âge, la majorité de la population, c'était les serfs. Les données dont on dispose, entre 70% et 90% de la population européenne étaient soumis complètement à la bonne volonté de leur seigneur. Il n'y avait aucune démocratie et la population européenne, c'était les esclaves, essentiellement. Par la suite, on a vu émerger
la médecine moderne. Pendant le Moyen-Âge, le taux de mortalité, je n'ai pas les chiffres, était phénoménal, astronomique. L'espérance de vie, elle était autour de 40 ans. Après, on va dire, l'avènement du capitalisme par la suite, la Renaissance, ce que vous mentionnez, à la fin du 19e siècle et par la suite, le taux de mortalité a chuté. L'espérance de vie a augmenté. Aujourd'hui, on doit être, je ne sais pas, autour des 80 ans, 85 ans. Ça, c'est grâce à l'emploi des sciences et des techniques dans la médecine moderne, et on le mesure avec l'augmentation de la population grâce à l'emploi de cet outil. Et pour terminer, juste l'emploi de l'outil qu'on peut appeler économie de marché, technique, science, rationalité, esprit cartésien, a quand même permis de sortir les populations européennes d'une pauvreté extrême du Moyen-Âge, qui était le sort quotidien de la population, qui expliquait, entre autres, pourquoi l'espérance de vie était 40 ans. Je pense que, ce que j'aimerais suggérer, c'est que la science et les techniques n'ont pas de sexe. Et c'est un outil qu'on peut employer à telle fin positive, bénéfique, ou à une autre fin. On a poussé trop loin la logique productiviste du capitalisme. Vous avez mentionné tous les abus et donc les dangers, etc., et les catastrophes, etc., qu'on vit aujourd'hui, évidemment. Mais j'aimerais quand même... je me demande, est-ce qu'on souhaite un retour au Moyen-Âge ? Non. Non plus. Donc, c'est ça mon interrogation. Merci. Je veux bien dire quelques mots là-dessus. Je pense qu'en fait, on est instruit dans une vision du Moyen-Âge profondément négative. Et sans dire que c'était formidable, mais je pense qu'il faut, il faut aller beaucoup plus profondément dans certaines choses. Et par exemple, les dimensions de servage, en fait, au Moyen-Âge, il y avait une capacité de domination très faible. Et du coup, il y avait certes du servage, mais il y avait aussi une capacité des populations paysannes à négocier beaucoup plus forte que ce qu'elle était par exemple au XIXe siècle. Et je pense que la question en fait qui se pose, c'est que en ce début de XVIe siècle, il aurait pu se passer autre chose. C'est-à-dire clairement, on est sorti du féodalisme, du servage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré dans le capitalisme. Mais en fait, ce que cherchaient à faire ces paysannes et ces paysans révoltés, c'était à sortir du servage. Leurs 12 articles, c'était parce qu'ils disaient qu'ils voulaient la liberté pour toutes et tous, parce qu'ils étaient en situation de servage. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais ils voulaient créer autre chose, fondée sur la liberté de toutes les personnes, fondée sur les communs, fondée sur le droit d'élire leurs représentants. Et là, il y a eu quelque chose potentiellement qui n'a pas réussi parce qu'il y a eu des forces dominantes qui ont mis toutes leurs énergies et qui se sont alliées contre ça. Et je pense que c'est intéressant de se dire qu'il y avait une potentialité là qui n'a pas eu lieu et que le fait qu'on soit rentré dans ce système de domination, ce n'était pas une fatalité. Parce qu'il y a plein de gens, plein de paysannes et de paysans notamment, qui ont essayé de créer une autre voie. Et c'est ça que je pense qu'il faut observer. Et parce que c'est ça aussi qu'on doit créer maintenant. On doit essayer de créer une autre voie sur le fait de sortir de cette domination
qui nous mène dans la situation dans laquelle on est quand même. Et sur la question de la médecine aussi, je pense qu'il faut regarder de plus près. Ce qui s'est passé au XVIe siècle, quand les femmes elles ont été complètement évincées de la naissance des enfants, ça a été une hausse du taux de mortalité des bébés, mais incroyable. Parce qu'en fait, les femmes, elles avaient une capacité, un savoir-faire immense pour savoir faire naître les enfants. Et en fait, les nouveaux médecins ont dit, en fait, vous n'avez plus le droit d'accoucher des femmes. Et ça va être des hommes qui vont le faire. Et ils l'ont fait avec comment ça s'appelle, là, cette horrible machine pour aller chercher les bébés, là. Voilà, avec le forceps. Et en fait, les débuts du forceps, ça a été une catastrophe en termes de pour la vie des femmes et pour la vie des bébés. Et fort heureusement, il y a eu des reconnaissances dans la connaissance au XXe siècle a remis en cause énormément de ces soi-disant connaissances du XVIe et XVIIe siècle. Qui se disaient rationnels, qui se disaient scientifiques et tout ça, et en fait qui étaient des grosses conneries. Et donc je pense qu'il ne faut pas prendre les choses pour donner. En fait, les OGM, même si y a des tas de scientifiques peut-être un peu vendus qui nous disent que c'est bien pour l'avenir de l'humanité, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Et il faut garder notre esprit critique par rapport à tout ça. Même si moi je suis paysanne et on va pas. Il y a certains éléments des outils où je suis bien contente de les avoir. La question elle n'est pas là. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à avancer en profondeur si on ne casse pas une partie de cette mythologie autour de la science. Et c'est hyper dur. Moi, la réaction là, que j'entends autour de la médecine et tout ça, c'est la réaction qu'on entend sans cesse, parce que c'est le fondement de nos sociétés, la science et la technique. Et notamment, vous savez, il y a je ne sais pas s'il était sociologue ou ethnologue, mais qui est mort récemment, Bruno Latour, et c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Et c'est quelqu'un qui dit notamment que la modernité, on est moderne si on pense que plus ça va, plus on va différencier clairement les faits des valeurs. Et que donc, on est scientifique, on est moderne, on est capable de ça. Et qu'en fait, fondamentalement, les Européens, ils n'étaient pas forcément méchants en allant... ils étaient quand même un peu méchants, mais en allant coloniser les autres. Mais ils se sont dit, on s'est dit très longtemps, et on se dit encore à l'heure actuelle, moderne, on va aller aider les autres, on va leur apporter la connaissance, on va leur dire comment faire, parce qu'on est scientifique. Et en fait, du coup, cette pensée moderne scientifique, c'est une des grandes raisons de l'impérialisme. Et si on veut sortir profondément de l'impérialisme, je pense qu'il faut être capable aussi de remuer ça. Et je m'inscris profondément en faux sur le fait que la science, elle est neutre. Il n'y a pas de neutralité scientifique. La science, elle est issue d'un résultat historique. Elle a été là à un moment. Et c'est un lieu de bataille. C'est un lieu de bataille entre scientifiques. Et c'est un lieu de bataille qui n'est pas du tout exempt d'argent, de pouvoir, de toutes ces influences-là. Et ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher ce lieu-là. Enfin, moi, je pense qu'il faut se battre aussi avec des gens dans les universités, avec des scientifiques et tout ça. Mais qu'on ne nous fasse pas croire qu'il y a une réalité une et unique qui s'imposerait à nous, parce qu'en fait, c'est un lieu de bataille. Il paraît que je vais dire des bêtises, mais je vais renforcer l'intervention du camarade tout à l'heure, parce que personnellement, j'ai fait des études d'histoire médiévale et d'histoire moderne, et donc la question paysanne, je parle de la question paysanne, est récurrente dans cette histoire, dans la mesure où les 9/10 de la population vivaient dans les campagnes, et donc nous avons malheureusement des successions de crises agraires, fromentères plus précisément. On manquait de ressources. Les mauvaises années, c'était dramatique. Et il y avait donc des révoltes paysannes très récurrentes. Il y a des personnes qui se sont beaucoup attachées à étudier ces révoltes paysannes, entre autres Porchnev, historien russe, soviétique, et en France, Yves-Marie Bercé. Donc, ce phénomène de révolte paysanne est très bien connu
et n'est pas spécifique à la situation qui s'est passée en Allemagne à la période que vous avez citée, qui est à ce moment-là articulée avec le problème religieux. Donc, vous l'avez cité, c'est l'époque de Luther, et donc Luther veut libérer effectivement les populations et de l'oppression religieuse et l'oppression seigneuriale. Et ceux qui ont maté ces révoltes paysannes, c'était à la fois les évêques et les princes qui n'avaient rien de capitalistique, ça je peux vous dire. Ils avaient du bien, mais ils n'ont pas investi dans les grandes entreprises de l'époque. Donc voilà, je me permettais simplement de faire ces incidences. Je ne reviens pas sur l'histoire scientifique, parce que ça serait un sujet beaucoup trop long, complexe, etc. Voilà. Je précise que Haïti, effectivement, c'est au cœur des problèmes et paysans et sanitaires et problèmes de dictature. C'est, si on peut dire, un laboratoire de la dictature, des dictatures sous contrôle étranger. Donc là, effectivement, c'est un problème grave, gravissime, et les populations n'ont qu'une envie, c'est fuir. En particulier les élites qui partent, qui quittent Haïti pour ces raisons. Une autre question ou... Ça marche là ? Oui, je ne vais pas du tout reprendre ce que vient de dire la dame derrière, mais j'ai aussi fait des études d'histoire et je suis tout à fait d'accord avec la mise au point qu'elle a faite. Moi, je pense aussi qu'on a un peu occulté, à la fois dans les conquêtes, dans l'exploitation des populations des zones conquises, l'aspect religieux qui était aussi une profonde motivation. Hein. Je ne suis pas sûre que les conquistadors divers et variés souhaitaient apporter la technique à ces populations. Par contre, elles étaient persuadées que le vrai Dieu, c'était le leur, et qu'il fallait quand même apprendre à ces sauvages à se tenir un peu mieux, pour caricaturer un peu. Moi, ce que je regrette un peu, c'était intéressant cette vision globale que vous nous avez développée, mais honnêtement, en venant, j'espérais avoir des exemples divers, concrets, des luttes actuelles des paysans et des paysannes qui se mènent dans le monde, peut-être aussi des exemples de choses qui marchent. Voilà, pour donner un petit peu d'espoir. Voilà. Peut-être des choses moins larges, mais qui participent aussi à la motivation des uns et des autres. Ça me semble hyper important le fait que vous ayez soulevé la question religieuse. Parce qu'effectivement, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment au cœur, c'était au cœur des préoccupations, et aujourd'hui aussi, on voit bien que c'est au cœur des questions. Et effectivement, au XVIe siècle, là, ce qui se passe, c'est que Luther, il traduit la Bible. Et donc, d'un seul coup, la Bible, elle se retrouve accessible pour les gens. Et ils la disent et ils se disent « Ah non, mais en fait, on s'est un peu fait flouer, là. » Et donc, il faudrait que tous ces idéaux où on nous dit qu'on est tous des enfants de Dieu et tout ça, que ce soit un peu plus appliqué ici-bas. Et donc, effectivement, ça nourrit beaucoup la révolte. Mais Luther, c'est pas un grand libérateur, hein, parce que Luther, une fois qu'il a traduit la Bible, en fait, il s'est retrouvé avec les princes allemands qu'il avait convaincus de passer au protestantisme, et avec eux, il a dit on va exterminer tous ces paysans. Et ils l'ont fait avec les princes catholiques. Donc en fait, comme très souvent, il y a des espèces d'alliances qui se font, mais au final, quand les intérêts des puissants sont menacés, ils se remettent tous ensemble pour aller massacrer les paysans. Et vraiment là-dessus, Luther, c'est pas une figure, je pense, très recommandable, pas plus que les élites catholiques. Hein. Enfin, je crois qu'il n'y a pas plus ou moins dans cette histoire, en tout cas au XVIe siècle. Là, et effectivement, je suis tout à fait d'accord, la motivation religieuse, mais c'était toujours un truc de aller sauver, quoi. Voilà.
on vient vous sauver et puis donc finalement on vous extermine, quoi. Voilà. Que ce soit au nom de la religion ou au nom du développement ou au nom de la connaissance scientifique. Et effectivement, ça a été au début sauvé voilà, pour convertir au christianisme. Et sur les luttes actuelles, en fait, des luttes paysannes, il y en a plein partout, donc c'est difficile de choisir. Une des luttes certainement les plus importantes du début du XXIe siècle, c'est la lutte des paysans indiens, qui a eu lieu notamment en 2021-2022. Par son ampleur, plus d'1 million de paysannes, de paysans mobilisés pendant 13 mois contre 3 lois que voulait faire passer le gouvernement de Narendra Modi pour déréguler les marchés. C'est d'autant plus intéressant en Europe que c'était des lois assez techniques sur la question des stocks, sur la question des prix minimums d'intervention, voilà. Des choses qui parlent pas mal aux paysannes et aux paysans qui sont confrontés à la PAC, en fait. Et ils ont en fait le siège de Delhi pendant 13 mois pour obtenir le retrait de ces 3 lois et pour obtenir le fait, en fait de continuer à avoir un système de régulation des marchés agricoles basé sur les prix minimums d'intervention, sur les stocks publics et sur la distribution alimentaire aux populations les plus défavorisées en Inde. Et ce qui est assez formidable dans le contexte indien actuel, où très clairement le gouvernement de Narendra Modi, c'est un gouvernement d'extrême droite qui joue de la division des populations et notamment contre les populations musulmanes en Inde. Et c'est que les mouvements paysans, ils ont réussi à faire des mouvements interreligions, intercastes, interethnies, et aussi, dans un contexte, l'Inde, c'est quand même un pays très patriarcal, et aussi avec et des femmes et des hommes. Et ils valorisent énormément le fait d'avoir réussi à créer cette unité. En fait, ils ont dit, jamais on n'aurait réussi si ça avait été juste un mouvement des hindous. Il a vraiment fallu créer cette unité entre les Sikhs, les hindous, les musulmans, les gens de différentes castes, d'ailleurs des agriculteurs assez riches avec des dalits et des gens beaucoup plus pauvres pour réussir à avoir cette victoire absolument majeure. Mais en dehors de la place des femmes et de la lutte des femmes en agriculture, c'est l'ensemble des paysans. Et je ne saurais trop vous recommander de lire Timothée Parikh, Ralentir ou périr, qui explique en termes simples la complète illusion du capitalisme et le fait aujourd'hui que le PIB et la croissance sont quand même toujours en avant. On parle de croissance verte et il faut éradiquer ce mot-là de l'habitude de nos politiques pour vraiment se recentrer sur l'écologie et le réchauffement climatique qui va mettre tout le monde d'accord parce qu'il va rendre le monde invivable. Moi, je voulais savoir si Via Campesina a des représentants en Russie et en Ukraine, et est-ce que ça apporte un éclairage particulier, enfin, est-ce qu'ils se sont manifestés dans les 3 dernières années? Et même chose pour la Chine, chez les Ouïghours, par exemple, et en Chine de manière générale. Est-ce que vous entendez parler de la condition des femmes dans ces pays? C'est les 2 grands endroits où on n'a pas d'organisation membre. Pour des raisons politiques assez claires. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des liens. Et notamment, quand je vous disais de la difficulté de préserver l'unité paysanne, tout à l'heure, je parlais directement de ça, en fait. C'est-à-dire que face à la guerre en Ukraine, la vision que peuvent en avoir des organisations paysannes dans différents continents, elle est extrêmement diverse.
et que c'est pas simple de construire une unité là-dessus. En tout cas, ça demande beaucoup de discussions. Parce que, bien sûr, nous, Européens, on a été très choqués par l'invasion russe en Ukraine. Mais un certain nombre d'organisations paysannes des pays du Sud, en fait, y ont vu une possibilité de rééquilibrage géopolitique par rapport à l'hégémonie américaine qui fait souffrir les paysanneries dans leur pays. Alors après, on a eu ces discussions-là. En fait, le fait d'avoir, que la Russie fasse ça, ça ne va pas forcément abaisser le niveau de violence que les États-Unis peuvent avoir sur d'autres pays. Mais ça, le fait de discuter de tout ça aussi, ça ramenait à cette période de la guerre froide qu'on a vécue de façon en fait très différente selon là où on était. La plupart de nos organisations membres en Europe de l'Est, elles l'ont très, 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 très mal vécu cette période. La collectivisation de l'agriculture, ça a été une destruction des paysanneries. Et donc, ils l'ont extrêmement mal vécu. Mais par contre, en Afrique du Sud ou en Amérique latine, face à l'apartheid en Afrique du Sud ou toutes les dictatures d'extrême droite en Amérique latine, heureusement qu'ils étaient là, les soviétiques. C'est-à-dire que les soviétiques ont apporté un soutien sans faille contre le gouvernement d'apartheid et notamment pour accueillir tous les exilés des dictatures, au Chili, en Argentine, au Brésil, chose que les pays d'Europe de l'Ouest n'ont pas fait en fait. C'est-à-dire que notamment sur l'Afrique du Sud, très clairement, la France notamment, la France votait les résolutions pour boycotter la vente d'armes à l'Afrique du Sud, mais en fait, c'est maintenant su parfaitement par tout le monde, la France a continué à vendre des armes en permanence au gouvernement d'apartheid d'Afrique du Sud. Donc il y avait une hypocrisie terrible. Face au Chili et aux dictatures en Argentine, c'était pareil en fait. Et donc ça, c'est vrai que les populations de la plupart des pays du Sud on ont une mémoire. Ce qu'on a essayé de faire très concrètement, c'était de faire en sorte... on avait des organisations alliées en Ukraine, on avait moins de contacts en Russie. Ça a été de se concentrer sur nos valeurs principales et de dire, en fait, dans une situation de guerre, nous, on est avec les paysans et les paysannes ukrainiens qui se prennent des bombes sur la tête. Et ça ne veut pas dire qu'on soit du côté de Zelensky ou de Poutine, mais en tout cas, là, il y a des populations qui font face à une militarisation, à une destruction de leurs fermes. Et oui, c'est un devoir du mouvement paysan mondial d'être en solidarité de ces populations rurales qui font face à la guerre. Et sur la Chine, c'est encore une histoire assez différente. Moi, j'y étais il y a un mois, en fait, un petit peu moins d'un mois en Chine. Et je pense qu'on a une méconnaissance très, très, très profonde de ce qui se passe en Chine et de l'histoire agraire rurale récente de la Chine. Et c'est à la fois complètement fascinant, l'agriculture chinoise. Il n'y a pas de propriété privée de la terre en Chine, mais pour le coup, ce n'est pas des kolkhozes. Ce sont des petites fermes fondées sur du droit d'usage des terres. Et si on est rural en Chine, on a droit à la terre. Donc il y a des éléments vraiment fascinants et où on se dit qu'il faudrait bien qu'on s'en inspire. Et il y a des éléments qui sont beaucoup plus problématiques. Mais je pense qu'on ne peut pas discuter avec des gens ni avec des paysans chinois, ni avec des Chinois en général, sans reconnaître une chose, qui est liée d'ailleurs à ce qu'a dit la personne tout à l'heure là, c'est ils ont sorti leur population de la faim. Ils ont réussi ça en très peu de temps et en sortant d'une situation très catastrophique en très peu de temps. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation environnementale assez catastrophique parce qu'ils ont mis en place des modes de production très productifs, mais complètement déconnants. Et donc, ils sont dans une contradiction, mais dont ils ont assez conscience. C'est-à-dire que le gouvernement chinois a décrété que la Chine était une civilisation écologique. Et il y a des avancées majeures sur ces questions-là, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer à l'agriculture. Parce qu'il y a la productivité, la question de la productivité agricole, c'est ce qui fait tenir le régime, c'est ce qui lui donne toute sa légitimité.
Et du coup, ils ne savent pas comment résoudre cette contradiction. Mais cela dit, sur cette question-là, en Europe de l'Ouest, on ne sait pas non plus. Hein. Ou en tout cas, on n'est pas sorti des pesticides, on n'est pas sorti des engrais de synthèse, on n'est pas prêt de sortir du pétrole. Enfin, on ne sait pas non plus comment faire. Donc je pense que je pense que sur la Chine, comme sur la plupart des pays du monde, en fait, on gagne à écouter un peu moins les médias français et à discuter un peu plus avec les gens de ces pays-là pour savoir eux comment ils vivent les choses. Et c'est vrai que moi je me sens très privilégiée d'avoir ce mandat à la Via Campesina parce qu'on a un accès direct avec des gens du monde entier qui ont souvent des positions plus nuancées que la position qui peuvent nous être données dans les médias. Et donc oui, il y a des problèmes de liberté publique en Chine, mais je vous dirais, je crois qu'on a quelques problèmes de liberté publique en France en ce moment aussi. Et donc je crois qu'il faut être capable de reconnaître que c'est certainement pas un exemple idéal, parfait et tout ça, mais il y a aussi des choses dont il faut s'inspirer aussi en Chine. Oui, alors moi, bonjour à tous, je ne vais pas en dire autant. Juste rebondir sur ce que vous dites, c'est illusoire de penser effectivement que le vivant, on n'est pas lié au vivant, que c'est lui qui décide et que c'est lui qui nous guide, effectivement. Et c'est ça. Ensuite, j'avais noté aussi autre chose. Et de penser collectif. Et arrêter de penser individuel aussi. Penser collectif parce que mine de rien, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, de ne pas imaginer qu'il n'y a que soi-même et sa petite personne qui va s'en sortir. Hein. C'est juste pas possible. Donc ça, c'est deux choses qui me font... Enfin, c'est ce qui guide en fait mon action, ma vie et mon métier. Et ensuite, pour rebondir aussi sur la référence que vous avez faite au film « Éliminer toutes ces brutes », je ne sais pas qui c'est qui l'a vu dans cette salle. Moi, je l'ai vu. C'est franchement, faut le voir. Et j'ai aussi une référence, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une lecture, c'est une BD en fait, qui s'appelle Le droit du sol, d'Étienne Davodo. Je vous invite aussi à le lire. Ça va, comment dire, ça calme et ça nous redonne un peu d'humilité. Voilà, juste. Merci. Allez, ça sera la dernière. Je ne sais pas si c'est une question hors sujet, en tout cas c'est un peu personnel. Comment tu arrives à être encore maraîchère avec tous tes engagements? Non, mais c'est bien parce que ça me permet de remercier Bénédicte, qui depuis que j'ai commencé mon mandat est salarié sur ma ferme et sans qui je ne pourrais pas faire ça. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir une aussi chouette salariée. Voilà. Et aussi mon compagnon, qui s'occupe des animaux, de tout ça. Parce qu'en fait, quand on est en mandat, il y a toujours quelqu'un qui est à la maison pour s'occuper de la maison. Et très souvent, ça a été les femmes qui jouaient ce rôle-là. Et je dois dire que moi, j'ai de la chance parce que mon compagnon, il accepte de faire ça. Il ronchonne de temps en temps. Mais pour qu'on puisse faire ces mandats, il faut qu'il y ait des gens qui soient à la maison et qui nourrissent les animaux, qui nourrissent les poules. Voilà. Donc, merci à eux et à elles.